Bonsoir à toutes et tous, bienvenue. Ce soir, c'est un thème, un petit peu difficile que nous allons aborder, mais qui nous est vraiment cher. On souhaite vraiment pouvoir soutenir nos enfants. Aussi, merci à vous toutes et tous d'être présents. Sans plus attendre et pour vous accueillir comme il se doit, je laisse la parole à Tony Hibert, qui est le vice-trésorier de l'appel départemental du Val d'Oise. Tony, c'est à toi. Bonsoir, chers parents. Tout d'abord, bienvenue à cette conférence. Bienvenue au nom de l'APEC 95. Je tenais à remercier Orlan pour l'organisation de cette soirée. Et merci de votre présence à tous, parce que ce soir, on va traiter un sujet d'une grande importance et d'actualité. Le refus scolaire anxieux. Nous sommes réunis aujourd'hui pour mieux comprendre ce phénomène qui touche de nombreux enfants et adolescents, et pour explorer ensemble des pistes et des solutions. Le refus scolaire n'est pas simplement une excuse pour ne pas aller en classe, mais un véritable appel à l'aide. Il est crucial que nous, en tant que parents et premiers éducateurs de nos enfants, qu'on puisse être à l'écoute et être attentifs aux besoins émotionnels et psychologiques de nos enfants. Au cours de cette conférence, nous aurons l'opportunité d'entendre Madame Costa, auteure, coach et ancienne enseignante, qui partagera ses connaissances et ses expériences. Elle nous guidera dans la compréhension des causes de ce refus scolaire anxieux et nous proposera des stratégies pour aider nos enfants à surmonter leurs peurs et retrouver le chemin de l'école avec sérénité. Votre présence aujourd'hui témoigne de votre engagement envers le bien-être des enfants. Ensemble, nous pouvons créer un environnement scolaire plus sécurisant et soutenir nos jeunes dans leur parcours éducatif. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une conférence enrichissante et inspirante. Je laisse maintenant la parole à Roland qui va vous expliquer le déroulement de la soirée. Bonne soirée à vous tous et merci. Merci beaucoup Tony. Effectivement, je vais vous partager quelques consignes, pour le bon déroulement de cette soirée. Cette conférence est enregistrée. Un replay sera disponible, la semaine prochaine auprès de vos présidents d'appel. Vos micros et caméras sont fermés, mais le chat est à votre disposition pour poser toutes vos questions. Alors, je sais, vous aurez d'ores et déjà quantité de questions et on va faire tout notre possible pour pouvoir, voilà, les faire remonter auprès de Marie. Mais vous comprendrez que, on s'oriente plus vers des questions d'ordre général, sachant qu'on est à votre disposition, voilà, pour répondre, à vos questions un petit peu plus, individuelles. Stéphanie Lapenat, je ne sais pas si tu es parmi nous, Stéphanie? Est-ce qu'on t'entend? Bon, pas tout de suite, vous allez l'entendre un petit peu plus loin. En tout cas, un grand merci à toi, Stéphanie, d'être sur le chat, puisque c'est elle qui fera remonter, vos questions. Et puis, n'hésitez pas à contacter, votre appel d'établissement si vous avez besoin d'être mis en relation avec, des référents, informations et conseils ou même votre établissement. L'appel est là, pour être facilitatrice, donc n'hésitez pas. Marie, merci encore à toi de relever ce nouveau défi ce soir. Si tu es prête, je te laisse te présenter et puis commencer sans plus attendre. Merci, merci à tous d'être connectés ce soir. C'est vrai que le sujet est quand même compliqué dans le cœur d'un parent parce que quand on a un enfant qui ne veut plus ou qui ne peut plus aller à l'école, eh ben, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer aussi nos propres émotions d'adultes. C'est aussi compliqué pour les enseignants qui peuvent se trouver vraiment démunis quand un enfant ne vient plus en cours. Et on va voir comment ce soir on va comprendre pourquoi ces enfants, du jour au lendemain peuvent refuser d'aller à l'école et surtout comment les aider, comment les accompagner. Voilà, donc on commence. Alors moi, je me présente, on m'a déjà un petit peu présentée, mais rapidement. Donc j'ai été 27 ans enseignante, hein, de la maternelle aux grandes écoles, enfin aux prépa grandes écoles. Je suis coach certifiée et formatrice et auteure de plusieurs ouvrages, autour de l'éducation, dont notamment un qui est sorti cet été, «Mon enfant ne veut plus aller à l'école, un guide pour prendre en main l'anxiété scolaire des enfants», heu, paru chez De Books Supérieur. Voilà pour, mon parcours et on va commencer sans plus attendre, vraiment à parler de vous. Quel est le personnage qui vous représente le mieux ce soir? Alors regardez un petit peu tous ces petits personnages dans l'arbre. Est-ce que vous êtes plutôt, je sais pas, confiante tout en haut, le bras levé, comme le numéro 4, ou alors plutôt, je sais pas, en train de grimper à l'arbre comme ce numéro 19 ou pendu à une branche un peu démuni?
comme peut-être le 17, ou alors complètement à terre, comme le 23, ou en chute libre, parce que c'est vraiment quelque chose qui est angoissant et qui est stressant et on ne sait pas comment faire. Donc, voyez, où est-ce que vous avez besoin d'être rassuré, comme le 11 et le 12. N'hésitez pas à trouver le petit personnage qui vous ressemble ce soir et à l'indiquer dans le chat. Et merci Stéphanie, si jamais on a déjà des retours de quelques numéros. Bonsoir à tous. Pas encore Bonsoir. de retour dans le chat pour l'instant. Pas encore de retour. Alors, n'hésitez pas, on va vous laisser encore quelques instants pour les regarder, ces petits personnages. Le premier fut le 6. Alors, il faut que je le trouve, hein, moi aussi, maintenant, le 6. Alors, le 6, c'est que... Alors, est-ce que vous prenez quelqu'un sur votre dos? Oui, peut-être. Ou alors, c'est vous qui êtes sur le dos de quelqu'un. Ah oui, le 7, il est sur le dos. Donc, c'est vous qui prenez sur le dos de quelqu'un. Peut-être votre enfant ce soir. Le 18, le 9, le 17, ça y est, c'est parti. Ça y est, c'est parti. Merci à vous de jouer le jeu. Le 18, eh ben oui, vous êtes celui qui portait, qui supportait, qui encourageait peut-être. Le 9, alors le 9, oulala, le 9, il est en pleine chute. C'est compliqué, donc ce soir, j'espère que vous aurez des réponses, des éléments de réponse. Alors, on nous dit 9 la semaine dernière, 11 et 12 en ce moment. Ah, 11, 12 qui reviennent. C'est bien de faire cet exercice parce que moi, pour écrire mon livre, il m'a fallu 2 ans. 2 ans de rencontres avec de nombreux parents et en fait, on est un petit peu dans toutes ces situations-là. On a des hauts et des bas, des moments où on porte et des moments où on a besoin d'être porté, des moments où on est complètement démuni et on ne sait pas où on va dans cette problématique. Donc, c'est bien de temps en temps de faire un petit focus sur ces émotions de parents, son ressenti et son vécu de parents. Est-ce qu'on a 2, 3 autres numéros encore, Stéphanie? Oui, on a le 9, puis le 18. On a un qui Le 1 est tout tout en en haut. haut. Super. On a un 7 qui est porté. Oui. C'est qu'on vous porte. C'est bien aussi de le reconnaître. C'est que vous avez peut-être un entourage, quelqu'un qui vous aide, un thérapeute, une personne de la famille, un conjoint. Ouais, super. Allez, je vous laisse me dire encore deux numéros, puis on continue. S'il y a encore 2 numéros d'ailleurs. Non, il n'y a plus pour Il n'y a l'instant, plus. je crois que... Eh bien, on a fait le tour. si, ça y est, ça vient. Le 21. Le 21, ah oui. Celui-là, on ne sait pas trop comment l'analyser, hein. Il est un peu il se balance à une branche, hein. Et encore un autre 21. Et encore un autre 21. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir répondu à cette question pour commencer. Ça permet de savoir où vous en êtes ce soir. C'est vraiment la cartographie du moment. Qu'est-ce que je ressens et où est-ce que j'en suis? Alors, cette visioconférence, elle va nous permettre, les objectifs, en fait, c'est de bien comprendre, de mieux comprendre ce refus scolaire anxieux qui est multimodal. Il y a plein de causes, il y a plein d'expressions et il y a plein de modalités selon les enfants aussi. Donc, on va discuter des causes, des conséquences et explorer des stratégies qui vont être, j'espère, efficaces pour vous, pour accompagner au mieux les enfants et les adolescents qui sont, ne l'oubliez pas, vraiment en souffrance. Alors, on va faire un petit quiz. Donc, restez encore vraiment près de votre chat et essayez de voir dans le refus scolaire anxieux, est-ce que c'est, à chaque affirmation, est-ce que c'est plutôt du refus scolaire anxieux ou plutôt de l'école buissonnière, c'est-à-dire l'enfant qui ne veut tout simplement pas aller à l'école. Alors, mon enfant rechigne à aller à l'école, mais il n'a pas d'anxiété. D'après vous, est-ce que c'est un refus scolaire anxieux ou c'est plutôt une école buissonnière? Alors, peut-être que sur le chat, vous mettez RSA ou EB, comme ça, vous mettez juste les initiales pour aller plus vite. Alors, beaucoup de EB. Beaucoup d'écoles buissonnières. Eh oui. Beaucoup d'écoles buissonnières, et bien bravo, c'est ça. C'est qu'en fait, cet enfant-là, il veut surtout pas aller à l'école, mais il n'a aucune anxiété, aucun symptôme d'anxiété. Donc, c'est plutôt un enfant qui aurait envie de rester à la maison, un petit peu sous la couette ou devant les écrans, ou pourquoi pas rester un petit peu plus longtemps avec sa maman ou son petit papa qu'il aime. Mais on ne peut pas parler de refus scolaire anxieux. Dans le refus scolaire, d'ailleurs, les médecins l'ont bien changé parce qu'on a longtemps eu phobie scolaire, mais maintenant, ils veulent vraiment marquer le mot anxieux
on a l'anxiété et elle se manifeste de différentes manières. Merci beaucoup. On continue. L'enfant est dehors de la maison durant ses absences scolaires, c'est-à-dire qu'il va un petit peu partout, il n'est pas forcément à la maison et les parents ne savent pas trop où il est. Est-ce qu'on est sur du refus scolaire anxieux ou on est sur de l'école buissonnière? Toujours EB ou RSA? Alors, une majorité d'écoles buissonnières, quelques-uns RSA. On a quelqu'un qui ne se hasarde pas, qui dit les deux, mais beaucoup d'écoles buissonnières. Eh oui. Alors, très souvent, quand il y a un refus scolaire anxieux, les parents, c'est presque tout le temps, ils sont au courant. Donc, vous savez qu'il y a des absences et vous savez que l'enfant, globalement, il est souvent à la maison ou alors vous savez où il est. En tous les cas, c'est souvent de l'école buissonnière quand les parents ne sont pas au courant et que ça se passe en dehors de la maison. C'est-à-dire que l'enfant, il a bien pris le chemin de l'école le matin, mais il n'est pas allé jusque dans l'établissement. Voire des fois, moi qui étais enseignante au lycée, j'avais certains enseignants, certains enfants plutôt, des élèves qui faisaient l'école buissonnière à certains cours. Donc, c'est-à-dire que certains cours, ils allaient en cours, puis après, ils erraient dans l'établissement et ils n'allaient pas au suivant. Mais on ne peut pas parler de refus scolaire anxieux dans ces cas-là, sauf s'il y avait en plus une anxiété et que cet enfant soit à l'infirmerie, par exemple. L'enfant refuse de faire son travail scolaire, il n'a pas envie de travailler. Est-ce qu'on est plutôt sur du refus scolaire anxieux ou plutôt sur de l'école buissonnière? L'enfant refuse de faire son travail Là, et il c'est a mitigé. J'ai Ah. moitié école buissonnière, moitié refus scolaire anxieux. D'accord. Eh bien, figurez-vous que dans le refus scolaire anxieux, l'enfant, il a encore envie d'apprendre et de travailler. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut plus. Voilà. Donc, c'est pas une histoire de pas envie. Il aime apprendre, mais par contre, il ne peut plus y aller. Donc, on est encore sur un cas d'école buissonnière. L'enfant qui ne veut plus travailler, qui n'a vraiment pas envie, pas le goût pour l'école, etc., on est plutôt sur l'école buissonnière. Les parents ne sont pas au courant de ses absences. Alors, je vous ai un peu répondu déjà à cette question tout à l'heure. Les parents ne sont pas au courant de ses absences. Refus scolaire anxieux ou école buissonnière? Donc là, c'est clair, tout le monde répond école buissonnière. Eh bien oui, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que dans le refus scolaire anxieux, l'enfant, il prévient son parent, il veut aller à l'école, mais il ne peut plus aller à l'école et le parent est tout le temps au courant des absences, que ce soit, voilà. Alors dans l'école buissonnière aussi, le parent va être au courant, mais un peu à retardement, quand l'école va appeler en disant, «Il n'est pas là quoi ce matin» ou «Il n'est pas venu», surtout si c'est un ado. Donc on est encore sur l'école buissonnière. Donc vous l'aurez compris, le refus scolaire anxieux, les absences sont principalement liées à l'anxiété. C'est vraiment ce qui est au centre de ça. Les parents sont informés des absences, ils savent que leur enfant va pas bien, l'enfant reste à la maison et ces enfants, ils ont quand même envie d'apprendre et envie de travailler. Ce sont toujours des enfants qui sont curieux, qui sont motivés pour apprendre, mais par contre, ils ne peuvent plus aller à l'école. Alors c'est ça. C'est pas l'enfant qui ne veut pas aller à l'école, c'est l'enfant qui ne peut pas aller à l'école. Et vous voyez, il y a qu'une lettre qui change et ça change tout. Voilà. C'est que lui, il aimerait bien aller à l'école, mais il ne peut plus aller à l'école. Et là, on va prendre les choses sous un autre angle, avec un autre regard. Alors maintenant qu'on a bien répondu au quiz, merci beaucoup en tous les cas à toutes les familles qui ont participé. Merci d'avoir joué le jeu. On va voir ce soir deux parties. La première partie, on va essayer de comprendre ce refus scolaire anxieux, un peu la définition, les symptômes, les facteurs déclenchants et l'impact, hein, d'accord. Et la deuxième partie, c'est on va agir face au refus scolaire anxieux, c'est-à-dire un peu un plan d'action, action, le trio gagnant, les outils pour aider l'enfant, mais aussi les parents et les enseignants. Et on aura un temps pour répondre à vos questions. Alors, la première partie, c'est parti tout de suite sur comprendre ce fameux refus scolaire anxieux. On va essayer de comprendre un petit peu tout ça. Alors, le refus scolaire anxieux, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une situation dans laquelle l'enfant ou l'adolescent refuse d'aller à l'école, mais en raison d'anxiété ou de détresse psychologique. Ce refus, il n'est pas forcément lié à une peur irrationnelle de l'école elle-même, c'est-à-dire qu'il ne va pas forcément hurler quand il est face à l'école, mais plutôt des angoisses générées à l'idée même
d'aller à l'école. C'est-à-dire qu'il peut avoir des angoisses la veille au soir, arrêt à la maison, sans même être face au bâtiment. C'est pour ça que les médecins n'étaient pas trop d'accord avec le terme phobie scolaire. Parce que phobie scolaire, quand on a une phobie d'une araignée, c'est quand on la voit. Donc phobie scolaire, ça serait plutôt quand on voit l'école. Alors oui, évidemment, il y a certains enfants qui sont en refus scolaire anxieux à l'idée de voir la grille de l'école ou la porte de l'école, mais très souvent, l'angoisse, elle est en amont. Elle se passe la veille, l'avant-veille, avant la reprise des vacances, le dimanche soir, etc. Et cette angoisse, elle n'est pas générée par le bâtiment de l'école, mais par des raisons, des situations précises qui peuvent être sociales, le lien avec les copains, scolaires ou même familiales, et on va les détailler. Alors, on va voir maintenant les principaux symptômes et les signes que l'on peut identifier chez l'enfant et l'adolescent. Alors, le premier symptôme, on a des symptômes émotionnels et psychologiques, vous l'aurez compris, hein, d'anxiété persistante, c'est-à-dire que l'enfant ou l'adolescent ressent une inquiétude constante à propos de l'école. C'est-à-dire que dès qu'on parle de l'école, dès qu'il y a le nom de l'enseignante qui est véhiculé, dès qu'on dit que demain il y a école ou on parle de devoirs, etc., là, tout d'un coup, l'anxiété, elle arrive, le cœur tape et il se sent pas bien. Alors, ça peut être à propos de l'école, mais aussi des performances, hein, c'est-à-dire je ne vais pas réussir aux examens, je ne vais pas réussir aux évaluations. Et puis, les interactions sociales, c'est-à-dire avec les copains, comment ça va se passer, est-ce que je suis bien avec les copains, est-ce qu'il n'y a pas des situations de conflit ou de difficulté ou de harcèlement même avec les enfants. Donc voilà, l'anxiété, dès qu'on en parle, hop, l'anxiété arrive. On va avoir des peurs irrationnelles, c'est-à-dire une peur inexpliquée de l'école ou de certaines situations scolaires. L'enfant, on a beau lui parler, lui demander mais qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, un jour, il va vous donner une raison, le lendemain, une autre, et puis encore une autre raison. Et c'est aux parents vraiment d'écouter parce qu'en fait, il va y avoir une multitude de raisons. Et parfois, l'enfant, il ne sait même plus vraiment pour quelle est la raison la plus importante. Ça peut être parler devant la classe, ça peut être évalué, par exemple. Ça peut être la peur du jugement des autres, ça peut être la peur de ne pas savoir répondre ou de ne pas savoir écrire quelque chose, d'avoir aussi des difficultés à lire, à écrire, à compter. Toutes ces choses-là vont peut-être entraîner une peur irrationnelle. Alors la peur irrationnelle, ça veut dire que l'enfant, dans sa tête, il va augmenter la peur. C'est-à-dire qu'au départ, il avait une peur, mais lui, il va en faire plein de films jusqu'à ce que ce soit insoutenable dans sa tête. Vraiment, c'est quelque chose, je peux plus, je peux pas me canaliser, me calmer, etc. On peut pas dire à un enfant n'aie pas peur parce que la peur, par définition, ça ne peut pas se calmer juste comme ça. On peut pas dire à quelqu'un n'aie pas peur de l'araignée ou du serpent. Quand on est face à un danger, on va avoir cette peur. Et ben l'enfant, à la force d'avoir cette peur intense et inexpliquée, c'est un peu comme si tout le temps il était face à ce serpent ou cette araignée, etc., même s'il n'est pas à l'école. Hein, c'est quand il est encore en dehors, mais juste d'y penser, ça va réveiller cette peur. On a parfois aussi des enfants qui vont devenir plus colériques, plus frustrés, plus agités. Rien qu'on parle d'école, le comportement de cet enfant-là va être beaucoup plus irritable. Voilà, donc dès qu'on parle de devoirs, c'est terrible. Ou toute activité qui va être en lien avec l'école, on va avoir une augmentation de l'opposition et de la négociation. Et ce n'est pas la même chose que le trouble oppositionnel ou que le caprice. D'accord? C'est juste que c'est un mécanisme l'opposition est un mécanisme de défense à ce moment-là. Il est tellement mal qu'il préfère reculer le moment de faire ses devoirs, reculer le moment d'aller se coucher parce que demain matin, je vais devoir me réveiller pour aller à l'école et si finalement je fais traîner un petit peu ce moment-là, donc je vais négocier, je vais parlementer, etc. Donc ça, c'est souvent des premiers symptômes que les parents remarquent, hein. Le changement de caractère, ce moment d'agitation ou de colère envers l'école ou de peine, hein, il peut aussi fondre en larmes. Donc voilà, avec plein d'opposition et de négociations. On peut avoir un sentiment de détresse, c'est que vraiment là, c'est un sentiment général de mal-être, de panique, juste avec l'idée de devoir aller à l'école. On peut aussi également avoir un retrait social, c'est-à-dire une perte d'intérêt pour les activités sociales et
plus particulièrement celles qui sont liées à l'école. Donc, on va éviter les interactions avec les copains de la classe. On va essayer de s'isoler et de s'en aller le plus loin possible. Ça, c'est souvent quand il y a eu moquerie, quand il y a eu harcèlement, quand il y a eu des interactions avec les copains qui n'ont pas été très sympas. Donc là, on se rend compte que le retrait social peut aussi exister. C'est l'enfant qui vous dit, j'ai plus de copains, je joue plus dans la cour, je suis dans un coin, etc. En plus de tout ça. Symptômes de... Maintenant, on peut avoir des symptômes physiques, hein, des vrais maux de ventre, des vraies nausées, des vrais vomissements, des vraies migraines, des vrais vertiges, énurésie, pipi dans sa culotte, ou alors la nuit aussi, le jour ou de nuit, l'eczéma, de la fièvre, hein, l'enfant peut avoir 42 fièvres, besoin de bouger, des douleurs musculaires sans raison apparente. Donc ça, c'est tous des symptômes de stress, c'est des symptômes physiques et très souvent, quand on va voir son médecin au départ, eh ben, il va diagnostiquer une gastro, alors, je ne sais pas, une fièvre pas comprise ou pas, voilà, parce qu'en général, il y a la fièvre, mais il n'y a pas vraiment d'autres symptômes, il n'a pas le nez qui coule, il n'a pas d'autres symptômes, il ne tousse pas. Donc voilà, mais le médecin, au départ, peut aussi poser de mauvais diagnostics parce qu'il y a des vrais symptômes physiques chez cet enfant, hein. Il va vraiment avoir, il peut bouger dans tous les sens, il peut avoir des vertiges, tomber par terre et s'évanouir, vraiment, et on peut avoir peur. On peut aussi avoir des symptômes qui sont physiques, mais moins violents, j'allais dire. Mais c'est cette fatigue extrême, c'est l'enfant qui est tout le temps épuisé, même s'il ne fait pas d'activité physique intense, mais tellement il est anxieux que ben, voilà, tout son corps est fatigué. Il se réveille le matin, il est déjà fatigué. On peut avoir des symptômes de panique. Alors là, on est l'étape au-dessus. C'est vraiment, on est plus que dans de l'anxiété. C'est vraiment une respiration rapide, le cœur qui bat très très vite, palpitations cardiaques. On appelle ça de la tachycardie, des tremblements, des vertiges, des sueurs excessives, à l'idée même de se rendre à l'école. Donc là, on est quand même sur une attaque de panique. Et vous voyez, dans les symptômes physiques, on peut avoir juste de la fatigue, du stress et de l'anxiété, voire jusque des symptômes paniques. Généralement, ça entraîne aussi des troubles du sommeil, difficulté à s'endormir, réveil nocturne ou cauchemars fréquents, parce que surtout la veille d'aller à l'école, eh ben, si on s'endort, dès le lendemain matin, il faut déjà y retourner. Donc, je vais repousser l'heure du coucher et les symptômes physiques vont être importants au moment d'aller se coucher, voire des cauchemars et des terreurs nocturnes, hein. On peut avoir des enfants qui hurlent. Alors, la différence entre le cauchemar et la terreur nocturne, c'est qu'ils hurlent, ils ont les yeux ouverts, mais ils ne sont pas du tout conscients qu'ils sont en train d'hurler. Le lendemain matin, ils ne s'en rappellent plus. Problèmes alimentaires, manque d'appétit, difficile de manger ou de prendre des repas réguliers quand on a la boule au ventre, quand on est trop anxieux, quand on n'est vraiment pas bien, eh ben, la nourriture, ça va être aussi assez compliqué. Refus de se rendre à l'école, donc là, c'est les symptômes maintenant comportementaux. Donc, il va mettre en place plein de stratégies d'évitement. Il peut pleurer, crier de colère, se plaindre de maux physiques qui sont vrais pour ne pas y aller. On peut avoir dans les symptômes comportementaux de la peur de la séparation. Peur qu'il arrive quelque chose de grave à son parent pendant les jours d'école. Alors ça, c'est arrivé, des fois ça arrive chez les enfants petits. Donc vraiment, voilà, quand on les dépose à l'école, si jamais papa, maman, il arrive quelque chose au détour du rond-point, là, quand il quitte l'école, voilà, il pourrait peut-être avoir un accident et ce soir, je ne le retrouve pas. Mais ça existe également chez les adolescents. Donc voilà, on peut avoir des parents qui peuvent être souffrants ou des parents et cette peur va être exacerbée aussi chez l'adolescent qui peut imaginer que dans la journée, ben, il ne va pas retrouver son parent le soir. On peut avoir dans les symptômes aussi des difficultés de concentration en classe, hein, baisse de résultats scolaires, des échecs dans tout ce qu'ils vont faire au niveau des devoirs. Les devoirs deviennent très compliqués et ils peuvent avoir une baisse des résultats, mais avec en plus une hyper exigence envers eux et envers leurs résultats scolaires. C'est-à-dire qu'ils voudraient vraiment y arriver, ils voudraient, et puis même s'ils ont eu, je ne sais pas, un 15 sur 20, ça ne suffit pas, ils n'ont pas eu 18, ils n'ont pas eu 20, donc ils peuvent être aussi hyper exigeants avec eux et il y a certains enfants qui sont perfectionnistes, complètement perfectionnistes et qui peuvent devenir eux aussi
très anxieux à l'idée de rater, d'être en échec, etc. Et le perfectionniste, par définition, c'est celui qui réussit bien, mais qui ne voit jamais ce qu'il a réussi, qui zoome toujours sur les 2% ou les 3% de ce qu'il pourrait faire de mieux. Donc ça, c'est un grand manque de confiance en lui. On peut avoir des comportements opposants, je vous ai dit tout à l'heure, hein, vraiment difficile de suivre les règles scolaires, familiales ou adopter même une attitude rebelle, mais ça, c'est aussi de la réaction à l'anxiété. Donc ça, il y a des fois des parents qui vont pas voir tout de suite, hein. Tout d'un coup, l'enfant, il est rebelle, mais s'il n'y a pas d'autres symptômes, ben, c'est difficile de faire un lien de cause à effet avec le refus scolaire anxieux. Voilà, et puis les troubles physiques, ils peuvent être plus on s'approche de l'école, plus ils sont importants. Donc voilà, on disait quelques heures avant de partir, la veille le matin, mais aussi, bah, dans le bus pour partir, devant la grille de l'école, à l'intérieur de l'école, en plein milieu d'un cours, et cetera. Peur des examens ou des évaluations, ça revient assez fréquemment. Donc c'est vraiment, chaque fois, c'est une angoisse disproportionnée à l'idée d'être évalué, de devoir réussir des tests. Ils ont l'impression vraiment qu'ils sont très, très nuls et qu'ils n'y arriveront jamais. Une appréhension parfois aussi vis-à-vis de l'interaction avec les enseignants. Il y a parfois des enseignants qui peuvent intimider les enfants ou qui peuvent avoir des retours négatifs qui vont faire qu'avec certains enseignants, ça peut aller. Et puis avec d'autres enseignants, bah, c'est compliqué parce que bah, l'enfant a peur de l'enseignant, a peur de cette figure d'autorité, a peur d'être critiqué, jugé ou critiqué devant toute la classe. Ça peut être un enseignant qui ne comprend pas, par exemple, le trouble, par exemple, ou qui ne comprend pas le refus, ou qui ne comprend pas l'échec scolaire de cet enfant à ce moment-là. On peut avoir parfois, alors c'est plutôt chez les adolescents, mais un refus scolaire de certaines matières ou activités. C'est vraiment une aversion pour certaines matières et puis d'autres, ça va. Donc parfois la peur des mathématiques ou la peur d'aller au sport. Voilà, un enfant qui a des difficultés dans des performances sportives, eh ben, il va avoir du mal. Ou alors un enfant qui a peur d'aller à la piscine, eh ben, il va avoir des angoisses juste au moment du sport ou juste au moment d'aller à la piscine ou de rentrer dans le cours de mathématiques. Donc, il faut voir que le refus scolaire anxieux, il peut être porté sur toutes les matières, mais aussi sur certaines matières ou sur certaines interactions avec certains professeurs. Alors maintenant, 3 conseils pour détecter ces signes. Le premier, on observe les comportements au quotidien. Je vous invite, vous, parents, surtout si c'est un début d'un refus scolaire, de prendre un petit cahier et d'écrire tout ce qui se passe jour après jour, de tenir un cahier de bord de tout ce qui se passe parce que ça va servir aux médecins dans l'accompagnement plus tard. Donc vraiment, le parent, mais l'enseignant aussi, hein. Si on a des enseignants ce soir, n'hésitez pas à le faire aussi. À noter, aujourd'hui, cet enfant, bah, il était super à l'aise, tout s'est bien passé. Au moment de sortir, de commencer l'évaluation, il était anxieux, il était inquiet, il a levé la main, il a demandé à aller aux toilettes, il voulait partir, etc. Donc en fait, on peut tout indiquer dessus, les retards, les absences répétées sans justification valable, et puis des comportements inhabituels, par exemple, avant de partir à l'école ou dans l'école. Donc en fait, les parents peuvent noter, les enseignants peuvent noter. C'est très, très important de noter toutes ces observations. Ensuite, on peut avoir une discussion ouverte, c'est-à-dire que vraiment, il faut parler, écouter avec l'enfant pour qu'il puisse exprimer ses craintes, ses peurs sans se sentir jugé. Écouter, ça ne veut pas dire donner un conseil. Ça ne veut pas dire dire à l'enfant oh mais t'es bien grand maintenant quand même, pourquoi, enfin voilà, pas de jugement, pas de conseil, pas de trouver une solution. Écouter, c'est juste écouter. C'est juste, je l'écoute ce que tu as à me dire et limite, on note, mais c'est tout. On est dans une écoute qui est non jugeante et on n'essaye pas d'apporter des solutions, mais on essaie d'écouter au maximum. Et sachez que les enfants qui souffrent de refus scolaire anxieux vont des fois partir dans tous les sens parce qu'ils ont du mal à mettre des mots sur ce qu'ils vivent vraiment. Donc, en fait, on va avoir des moments de parents-enfants, voilà, pour écouter, mais aussi parents-enfants et école. Ça va être le moment d'échanger avec l'école sur cette situation qui pèse pour tout le monde, principalement d'abord pour l'enfant hein, qui est en souffrance, et on va essayer de comprendre ce qui se passe à 2 ou à 3.
Ensuite, on peut prendre en compte l'évolution. C'est-à-dire que si au début, c'est une petite anxiété, je ne veux pas faire mes devoirs, je rechigne à prendre mes affaires pour aller au sport, j'ai plus envie d'être à la cantine, voilà. Bon, on regarde, on commence à noter. Et puis, quand les symptômes physiques sont de plus en plus graves jusqu'aux troubles paniques, là, on les écrit aussi. Donc, en fait, plus on prend la situation tôt, vous l'aurez compris, mieux ce sera pour gérer la situation. Ça, je vous le redirai plusieurs fois dans la soirée. Ça a été analysé scientifiquement, mathématiquement, j'allais dire presque, par les médecins. Hein. C'est-à-dire que cette situation-là, plus on met des mots dessus et plus on l'accompagne rapidement, meilleure sera l'évolution. Alors, quelques chiffres, alors c'est bien difficile, hein. Les chiffres sont difficiles à quantifier avec précision, surtout qu'en France, en fait, on a un taux d'absentéisme, mais qui ne correspond pas avec, enfin, il n'y a pas le pourcentage pour le refus scolaire anxieux. C'est-à-dire qu'on peut très bien être dans un grand parc d'attractions, considéré comme absent, et ça va rentrer dans cette case-là. Donc, l'absentéisme, il est peu représentatif de ces enfants qui sont au refus scolaire anxieux avec cette anxiété-là. On n'a pas la ligne qui les chiffre. On a des estimations de l'éducation nationale qui disent que 1 à 2% des élèves de l'école primaire et secondaire en France seraient concernés par un refus scolaire anxieux. Ça représente quand même plusieurs dizaines de milliers d'enfants et d'adolescents chaque année. Les médecins, eux, sont plus à 7 ou 8%. Selon leur diagnostic, d'accord? Donc, en fait, je pense qu'entre les deux, on peut essayer de mettre un chiffre qui doit, à mon avis, être un peu plus élevé que 1 à 2% et voire jusqu'à 8%, ça dépend, voilà. Selon les pays, on peut avoir 3, 4, 5, 6, 7% de refus scolaires anxieux. En France, on n'a pas la ligne, malheureusement, pour l'évaluer assez. On a des chiffres sur le secondaire, au niveau du lycée. Alors, à quel moment de la scolarité il y a 3 pics en CP? À l'entrée en sixième, à l'entrée en troisième ou en seconde. Alors, il y a tout au long de la scolarité, mais on s'est rendu compte que ces situations de changement complètement, on passe de la maternelle au primaire, c'est anxiogène, on passe du primaire au collège, c'est anxiogène, et on passe du collège au lycée, c'est aussi anxiogène, il y a une perte de repères, il y a des exigences qui sont supplémentaires, et ça peut créer aussi des refus scolaires anxieux. Alors là, c'est la slide peut-être la plus importante de la soirée, 3 mois. Ça, c'est vraiment important. Les médecins le disent. 3 mois, c'est vraiment important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que plus la prise en charge est retardée au-delà de 3 mois, plus le refus scolaire anxieux dure des mois, voire des années. Donc, je le redis que vraiment, il est important d'avoir ces antennes quand on est parent ou enseignant sur les tout premiers signes du refus scolaire anxieux, parce que plus tôt c'est pris en charge, et on va voir comment prise en charge, et mieux c'est pour que ça dure le moins longtemps possible. Alors, 3 mois, c'est à partir du premier moment de refus scolaire anxieux, c'est-à-dire la première crise, le premier vomissement, la première fièvre, le premier jour où il vous a dit non. Là, il faut agir vite. Et c'est compliqué parfois d'agir vite parce qu'on n'a pas forcément de rendez-vous chez les médecins, etc. Mais c'est important. Alors moi, j'ai été très étonnée quand j'ai écrit mon livre, c'est que j'ai fait un questionnaire qui est allé sur les réseaux sociaux. J'ai eu plus de 500 réponses. C'est énorme, hein, 500 familles qui m'ont fait des témoignages. Et dans les témoignages, j'avais beaucoup de familles qui m'ont indiqué un refus scolaire qui a duré entre 2 et 3 ans. Et toutes sont unanimes pour me dire pratiquement que si elles avaient diagnostiqué plus tôt et pris en charge plus tôt le refus scolaire, il aurait duré moins longtemps. Donc vraiment, c'est très important. Cette slide, elle est très importante, 3 mois. Voilà, ça, ce sont les médecins qui l'ont vu, qui l'ont mis en place, qui ont dit qu'au-delà d'un semestre, c'est plus compliqué pour eux de récupérer une situation. Donc, plus on prend les choses à bras le corps au début, mieux c'est. Alors, quelques causes. On sait que c'est multifactoriel. Hein. Alors, il y a des fois, il y a des liens avec la famille.
avec l'école ou avec la santé de l'école, de l'enfant, santé de l'enfant. Donc les liens avec la famille, ça peut être des disputes entre les parents, des divorces, des séparations, même un déménagement, un décès, la maladie d'un proche, la naissance d'un frère ou d'une sœur. Vous voyez un peu tout ce qui peut chambouler l'équilibre familial avec un petit enfant qui serait hypersensible, qui comprend qu'il se passe quelque chose entre ses parents, qui a peur d'une maladie, qui est confronté à un décès, ça peut entraîner un refus scolaire anxieux. Première cause, le lien avec les familles. Deuxième, le lien avec l'école, un changement de classe ou d'établissement, changement d'enseignant, le départ d'un meilleur ami, un meilleur copain qui s'en va et on se retrouve sans meilleur ami, redoublement ou échec scolaire, remontrance d'un professeur ou d'un surveillant, moquerie ou harcèlement entre pairs. Et ça, on l'a aussi beaucoup vu ces derniers temps. Il y a eu pas mal de situations de harcèlement qui sont ressorties dans les médias et on sait que ces enfants-là, souvent, ils souffraient aussi de refus scolaire anxieux. On a d'autres causes qui peuvent être des causes plus liées à l'enfant, une maladie, un trouble du neurodéveloppement, par exemple le trouble du TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble où les enfants se font souvent reprendre à l'école, sont souvent un peu montrés du doigt, punis parce qu'ils bougent beaucoup, ils agitent beaucoup, les copains les supportent pas, etc. Donc ça peut entraîner parfois chez ces enfants-là un manque de confiance en eux et puis ils comprennent pas pourquoi ils font toujours tout faux, ils sont toujours mal au mauvais endroit. Et ces enfants-là peuvent aussi souffrir du coup d'anxiété qui peuvent être très importantes. Troubles des apprentissages, ce sont tous les 10. Si vous avez un enfant qui souffre de dyslexie, dysphasie, dyscalculie, je vais y arriver, dyslexie, tous ces troubles des apprentissages peuvent créer aussi de l'angoisse liée aux apprentissages et à la performance, je n'y arrive pas. Donc, voilà, je vais avoir mal au ventre à l'idée d'aller à l'école. Trouble aussi des angoisses de performance, ça c'est l'enfant qui serait plutôt perfectionniste ou peut-être même avec un très bon potentiel à l'école, mais lui, il va, comme je vous disais tout à l'heure, zoomer sur tout ce qui reste à faire et qui n'est pas bon et tout le temps se déprécier, tout le temps s'autocritiquer et vraiment être très dur avec lui. Et puis, des troubles anxieux, l'enfant qui se ronge les ongles, qui se tire les cheveux, qui mord sa veste, par exemple, ou son pull, qui fait des cauchemars, qui n'arrive pas à dormir. Ça peut être aussi de l'anxiété sociale, d'être avec les autres, et ça peut aller jusqu'au trouble panique. Donc tout ça, ça peut être des causes qui peuvent entraîner un refus scolaire anxieux. Alors, ce n'est pas un lien de cause à effet, on peut très bien souffrir de TDAH ou de dyslexie et jamais avoir de refus scolaire anxieux. Mais c'est des causes qui peuvent favoriser le refus scolaire anxieux. Est-ce qu'on a des retours, Stéphanie, sur le chat avant que je commence la deuxième partie? Pas de retour pour l'instant. Beaucoup de partages d'Orlan qui nous envoie plein de choses très intéressantes, mais Super. Pas de retour des parents pour l'instant. Super. Bon, écoutez, n'hésitez pas parce que c'est à chaud que l'on pose ces questions et peut-être qu'à la fin, vous n'aurez plus tout ça en tête. On va passer à une deuxième partie. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos ressentis aussi, comment vous vous sentez dans cette soirée. Et puis ensuite, à indiquer sur le chat s'il y avait des questions et on reprendra un temps pour y répondre à la fin. Mais n'hésitez pas tout au long de la soirée à poser vos questions au fur et à mesure. Donc maintenant, on va voir comment on a vu que tout ça pouvait il y a plusieurs causes, il y a plusieurs réactions possibles. J'ai découvert quand même, juste avant de passer au numéro 2, des raisons qui sont des fois complètement improbables dans le refus scolaire anxieux. J'ai découvert par exemple des enfants qui refusaient de manger à la cantine. Donc en fait, ce n'est pas vraiment le refus scolaire par rapport aux apprentissages, mais c'est l'idée de manger à la cantine, de manger trop vite, par exemple, quand les services vont trop vite. J'avais entendu aussi une jeune fille qui refusait de manger à la cantine parce qu'elle n'aimait pas que l'on entende, on l'entende mâcher ou déglutir. Donc des soucis vraiment comme ça. J'ai entendu aussi des enfants qui avaient peur d'aller à l'école. C'était plus parce qu'ils se faisaient embêter dans le car
pour aller à l'école ou embêté à l'entrée de l'établissement scolaire. Alors, c'est plutôt pour les adolescents, mais à l'entrée du collège. Donc, en fait, ils vont faire tout un détour, passer à l'arrière par une petite porte ou attendre que les enfants qui les embêtent soient déjà rentrés pour rentrer après. On a des fois des enfants qui ont peur d'aller aux toilettes parce que c'est pas très propre ou parce qu'il manque d'intimité, etc. Donc voilà, voyez un peu le refus scolaire anxieux, il n'est vraiment pas que lié aux apprentissages et à la relation avec les enseignants. Il y a tellement, c'est vraiment multimodal, il y a tellement de causes possibles qu'il va falloir que vraiment vous preniez le temps d'aller creuser ça avec votre enfant, que vous posiez des questions une fois, deux fois, trois fois, 10 fois et que vous notiez au fur et à mesure parce que tout n'arrivera pas en même temps. Donc vraiment, c'est important. Bon, j'ai laissé quelques minutes, Stéphanie. Est-ce qu'on a des questions ou toujours pas? Alors, on a un témoignage d'une maman qui a sa fille qui est en refus scolaire anxieux depuis avril 2024. Ça a très vite été pris en charge, mais malheureusement, ça dure toujours et c'est empiré depuis la rentrée de janvier. D'accord. Eh ben, c'est vrai que ben voilà, et si elle veut après sous anonymat nous dire comment elle le vit elle en tant que maman parce que c'est très déroutant hein, d'être parent et on n'a jamais imaginé ce genre de choses pour son enfant et voilà comment elle le vit et puis ce qui l'angoisse elle aussi le plus. J'ai eu beaucoup de retours de témoignages de parents justement qui étaient vraiment très angoissés à l'idée d'être face à un refus scolaire anxieux. Alors il y a l'angoisse et puis il y a aussi tout le changement que ça va opérer dans le quotidien d'une famille. Hein. Et elle dit que c'est très dur. Ouais, bah, voilà. Et on a une autre famille où c'est la même situation pour la fille. Et la première maman dit qu'elle pense aller elle aussi voir quelqu'un pour pouvoir l'aider. Oui, et ben, très bien. C'est très important. Dans mon livre, j'ai toute une partie pour aider les parents, pour aider. Alors, je ne peux pas faire tout ce soir dans cette visioconférence, mais il y a toute une partie pour pouvoir gérer ses propres peurs de parents, ses propres limites aussi de parents. C'est comment on a le droit de craquer, on a le droit de dire que c'est trop dur aussi quand on est face à une situation comme ça. On a le droit d'avoir peur pour son enfant, on a le droit d'avoir peur pour sa réussite, etc. Donc tout ça, il faut le reconnaître et aussi se faire accompagner en tant que parent. C'est vraiment important. Merci en tous les cas pour ces témoignages de parents qui sont très courageux hein, de témoigner comme ça. Et merci Stéphanie de laisser cet anonymat autour de toutes ces situations qui sont compliquées. Vraiment merci de veiller à tout ça. Je vous remercie en tous les cas de la confiance que vous accordez en écrivant votre vécu du moment. Maintenant, on va... Pardon, oui. On a un autre témoignage de quelqu'un qui dit que sa fille ne veut plus aller à la cantine car elle n'arrive pas à se faire des amis. Et dans l'école, elle change de classe chaque année. Du coup, ça ne l'aide pas à se faire des amis. Elle rentre du coup tous les midis pour manger à la maison. Et elle est très triste de ne pas avoir de personnes proches à l'école. On a aussi quelqu'un qui dit qu'une thérapie familiale peut être très utile quand il y a un enfant qui a du refus scolaire anxieux. Oui, alors pour les deux cas de figure, le premier cas, c'est cette maman qui disait qu'à la cantine et son enfant rentre. Donc ça, c'est bien parce que vous avez mis en place une adaptation à tout ça. Pour se faire des amis, vous pouvez essayer de voir avec elle quelle est la définition qu'elle met derrière l'amitié. Et puis ensuite, selon les critères d'amitié qu'elle aura, quel est l'enfant qui autour d'elle peut correspondre à ces critères? Est-ce que c'est quelqu'un de gentil, quelqu'un qui m'écoute, qui garde mes secrets, qui est là quand je vais pas bien? Bref, vous faites évaluer les critères de l'amitié. Et ensuite, une fois qu'il y a un ou deux enfants dans l'école ou dans la classe qui pourraient correspondre à ces critères-là, n'hésitez pas à les inviter à la maison pour que votre enfant fasse du lien avec ces enfants-là
et après puisse avoir des souvenirs quand elle retourne à l'école et créer du lien. Donc les enfants qui ont du mal à créer du lien, ben, surtout en cas de changement de classe, ça c'est important. Et le deuxième cas de figure, je me souviens plus Stéphanie, j'avais aussi des choses à dire, je me rappelle plus sur la deuxième après. C'est quelqu'un qui disait qu'une thérapie familiale oui. pouvait être utile. Oui, alors là, la thérapie familiale, on parle des parents, mais ça peut aussi être utile pour les frères et sœurs qui ne comprennent pas pourquoi tel enfant, ben, lui, il va pas à l'école et puis on adapte tout pour lui, alors que moi non plus, j'ai pas tout le temps envie d'aller à l'école, quoi. Donc, il faut aussi expliquer aux frères et sœurs que on est sur du refus scolaire anxieux, qu'il faut expliquer cette anxiété, qu'il faut expliquer qu'il y a des symptômes physiques ou des symptômes comportementaux. Donc, il y a besoin des fois aussi d'expliquer au restant de la famille. Merci pour ces retours. On va commencer avec ce plan d'action, ce trio gagnant et les outils pour aider les enfants, mais aussi les parents. Alors, le trio gagnant. Le trio gagnant, c'est parents, enseignants, médecins qui se retrouvent pour former une équipe autour de cet enfant qui ne va pas bien. Vraiment, on est là pour être autour de l'enfant. On va devoir l'accompagner, on va devoir avancer avec lui et à la fois gérer tous ces troubles d'un point de vue médical, mais aussi adapter sa scolarité d'un point de vue de l'enseignant et aussi l'accompagner à la maison, du point de vue des parents. Donc le trio gagnant, c'est vraiment les trois qui fonctionnent ensemble. Si on fait ça dès le départ, ça aide aussi. Il faut vraiment tout de suite trouver un médecin, un enseignant et un parent qui s'entendent suffisamment pour pouvoir avancer sur cette problématique et trouver des solutions en s'accordant les uns les autres. Donc, on va mettre en place des réunions où vous serez parents, vous, avec des enseignants et des médecins. Et si vous êtes enseignant ce soir, n'hésitez pas à proposer aux parents des réunions avec aussi les thérapeutes qui accompagnent l'enfant. Alors, les peurs des parents, ne vous affolez pas, ne culpabilisez pas, mais entendez-le. Alors, on ne s'affole pas. Voilà, ça c'est important de le redire. On ne culpabilise pas, vous n'avez rien fait de mal, mais on doit l'écouter. On doit l'écouter, on doit l'entendre. Et ce n'est ni un caprice, ni une crise d'adolescence. Ça, vous l'avez compris, mais je le rappelle parce que parfois, il y a un des deux parents qui peut mieux comprendre et puis l'autre parent qui comprendra moins bien. Dans mon livre, j'ai même écrit un modèle de lettre pour expliquer à l'autre parent qui ne comprend pas ce que c'est que le refus scolaire anxieux, en mettant beaucoup de mots tout doux et de mots, pour expliquer à l'autre que non, ce n'est pas un caprice, que non, ce n'est pas une crise d'adolescence. Alors, après, on agit dès l'apparition des premières somatisations, ça c'est très important. On n'oublie pas que l'enfant est un enfant avant d'être un élève. Donc, avant tout, on s'adresse à l'enfant, aux sources de sa phobie et à son état psychologique. L'école, ça sera quand il ira mieux. Si votre enfant avait, je ne sais pas, la grippe, on s'adresse d'abord à l'enfant, on lui donne un traitement pour traiter sa grippe. On le garde à la maison, au chaud. Et ensuite, quand il ira mieux, on le remet à l'école. Si votre enfant se casse la jambe, c'est d'abord un enfant avant d'être un élève. On l'emmène aux urgences, on met un plâtre. Donc, c'est la même chose dans le refus scolaire anxieux. L'élève passe après l'enfant. On s'adresse à l'enfant, on soigne l'enfant. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est lister et écrire toutes vos peurs de parents. Et ensuite, ça va vous aider à lâcher prise. Tous les parents que j'ai eus en témoignage dans ces 500 commentaires-là qui m'ont fait que le moment où ils ont lâché prise, ça a aidé aussi à améliorer le refus scolaire anxieux de l'enfant. Plus vous êtes stressé, plus l'enfant sent le stress et on est sur les neurones miroirs. Donc voilà, on lâche prise. On ne force jamais un enfant à aller à l'école. Jamais, jamais, jamais. On ne l'oblige pas à retourner à l'école s'il ne peut pas. Vous vous souvenez, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Et une lettre change tout. Donc, on l'accompagne rapidement chez un thérapeute qui reconnaît, qui connaît le trouble du refus scolaire anxieux. Certains thérapeutes ne le connaissent pas. Donc, vraiment, il faut que vous puissiez aller voir un thérapeute qui connaît ce refus scolaire anxieux, qui est formé à ça et qui pourra l'accompagner vraiment là-dessus. Et si vous voulez des adresses, n'hésitez pas à contacter l'association phobiescolaire.org parce que eux, ils ont tout un réseau
de thérapeutes qui peuvent vous conseiller selon votre région. Et non, l'enfant ne va pas rester toujours à la maison. Non, l'enfant ne va pas rater sa scolarité. Ça prendra le temps que ça prendra. Il va falloir lâcher prise là-dessus. J'ai eu de très beaux témoignages aussi. Je vais vous rassurer tout de suite, les parents, d'enfants déscolarisés parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui ont repris des études et qui aujourd'hui m'ont témoigné. J'ai eu des enfants qui témoignaient dans mon questionnaire, qui m'ont dit, mais Marie, en fait, bah, ça a été galère pour toute ma famille, mais même pour moi, mais aujourd'hui, je vais bien et je fais des études. Il y avait une jeune fille, elle faisait des études en Espagne et elle était vraiment très heureuse et elle réussissait. Donc non, on ne visualise pas que du négatif, on ne projette pas que du négatif et on se dit, OK, en ce moment, il a besoin de ça, mais c'est pas pour toujours. On ne cristallise pas toutes nos peurs autour de ça parce que quand on va cristalliser nos peurs, bah là, vraiment, ça va rester figé. Alors, prend un rendez-vous tout de suite avec son médecin ou son pédiatre. On s'assure qu'il n'y ait pas de raison médicale au refus scolaire, au refus d'aller à l'école, hein. Est-ce que, bah, en effet, il a pas mal au ventre parce que, je ne sais pas, il a une vraie gastro ou il a un problème quelque part médical. Donc, vraiment, la raison, elle est d'abord à écarter. Ensuite, ce médecin, il faut qu'il évalue l'anxiété de chez l'enfant. Il doit être suffisamment compétent. Il y a des grilles qui sont là, qui peuvent l'aider. Et il faut qu'il prescrive un arrêt maladie de 2 à 3 semaines. Ça, c'est très important et c'est recommandé par l'association Phobie scolaire parce que l'enfant qui a eu, par exemple, une attaque de panique, dans son cerveau, il a sécrété énormément d'hormones de stress, notamment de cortisol. L'hormone du cortisol, c'est cette partie qui va partir le plus doucement possible au niveau du cerveau. C'est-à-dire que 48 heures après, il y a encore des traces au niveau du cerveau. Donc, si 48 heures après, il y a encore un retour de cette peur, ça va réveiller et réenflammer ce cortisol et repartir sur une attaque de panique. Donc, en fait, l'arrêt de 2 à 3 semaines permet au niveau du cerveau déjà de calmer tout ce stress et de calmer ce cortisol. Donc ça, c'est très, très important de le prendre et de l'acter. Ben oui, tu ne peux plus aller à l'école, ben on va s'arrêter. Voilà, on s'arrête. Ensuite, on prend contact à l'école. Il faut organiser vite une réunion quand même avec l'équipe éducative, directeur, enseignant, psychologue scolaire ou médecin scolaire si vous avez, pour discuter de la situation de l'enfant et de quelle manière on va l'accompagner. On va expliquer clairement les difficultés qu'il traverse. Soyez le plus clair possible avec les enseignants pour que eux puissent mieux comprendre et bien comprendre que c'est pas un caprice et que c'est pas voilà que vous voulez qu'il revienne, que lui l'enfant il veut revenir mais qu'il ne peut plus. Et voilà. On met en place des adaptations ou des aménagements pour que cet enfant puisse continuer à apprendre à la maison, venir peut-être à certains cours, avoir un professeur référent ou un lieu de repli. Ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Mais plein de choses sont possibles au niveau de l'éducation nationale. Donc, à voir, à discuter avec l'enseignant et avec le directeur et comment on peut mettre en place des choses pour peut-être qu'ils reviennent certaines heures, certains moments. J'avais des enfants qui vont revenir sur la période des vacances. L'établissement est vide, mais juste déjà de remettre un pied dans l'établissement. Venir aussi après sur le temps scolaire, mais en plein milieu de la matinée, puis rester dans le hall d'entrée ou aller à la cafétéria ou aller à la bibliothèque ou aller juste au secrétariat. Avoir des retours très, très, très progressifs. On va prendre rendez-vous chez un pédopsychiatre qui connaît le refus scolaire anxieux, qui va permettre vraiment lui d'évaluer tout ce questionnaire d'anxiété. Il va faire un questionnaire sur l'anxiété, sur l'absentéisme, il va diagnostiquer le refus scolaire anxieux et il peut faire d'autres bilans complémentaires pour rechercher peut-être un autre trouble qui pourrait être associé. On parlait de troubles du spectre autistique, on peut parler du trouble du TDAH, on peut parler des troubles des 10, etc. Et il peut y avoir une médication si nécessaire, s'il y a besoin de calmer ce petit cerveau qui est tout en panique ou en anxiété importante, on peut prendre quelques sirops pour se calmer ou s'apaiser. Ils peuvent aussi prescrire du sport. Vous savez que dans tout ce qui est anxiété, il y a la thérapie
qu'on va voir juste après, la thérapie TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Le deuxième intention d'anxiété, c'est quand même de faire du sport. Et la troisième, c'est la médication. Voilà. Ensuite, on peut prendre rendez-vous ou avec ce pédopsie ou avec une psychologue pour mettre en place une psychothérapie pour l'enfant, le parent ou familial. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. La TCC, c'est ce que je viens de dire, thérapie cognitivo-comportementale. Elle va me permettre à l'enfant d'être tout doucement confronté à des situations de stress ou des situations de stress vis-à-vis de l'école, mais avec un thérapeute, on va apprendre à canaliser ses émotions, à gérer son stress, à se confronter à une situation qui est anxiogène et comment on peut réagir. Ça s'appelle la thérapie par exposition. Donc, on va exposer tout doucement, progressivement l'enfant à son stress et voilà, ça peut calmer les choses et progressivement l'aider et l'accompagner. Le MDR, c'est une thérapie aussi qui peut être faite par les psychologues ou les psychiatres. C'est une rééducation avec les yeux. Alors, je ne peux pas tout vous expliquer, mais en fait, c'est un mouvement que le thérapeute fait et qui va agir sur s'il y a eu des zones de traumatisme au niveau de son cerveau et agir sur un événement qui aurait été traumatisant. Ça pourrait être du harcèlement, par exemple. Il y a des accompagnements au cabinet ou à domicile. Donc ça, c'est très important à savoir. Si l'enfant ne peut plus sortir de la maison, il y a la possibilité aussi d'avoir des gens qui viennent à domicile selon votre région. On peut avoir des scolarités à la maison avec certaines matières spécifiques ou soutien scolaire qui peut être un accompagnement ciblé. Parfois, on peut avoir des enseignants qui vont donner les cours pour que l'enfant rattrape et fasse à la maison. On peut avoir des enseignants aussi qui peuvent ponctuellement aider à l'enfant, à faire rattraper l'enfant ou l'accompagner. Ça peut être après l'école, entre midi et 2 ou sur le temps des vacances, etc. On peut avoir des enseignants référents qui peuvent faire aussi ce travail-là. Il faut faire la demande avec l'éducation nationale ou auprès de votre établissement scolaire. Alors, soit c'est un professeur qui est de l'école, soit c'est carrément un professeur qui est extérieur, qui pourrait aider votre enfant et venir à la maison. On a 2 CNED. On a soit le CNED complet, soit le CNED partiel. Donc, on a le CNED complet, c'est que vraiment, il est complètement déscolarisé. Il suit tous ses cours via le CNED et c'est un temps complet. Alors, je vous l'ai mis en premier parce que c'est celui qu'il faudrait éviter le plus possible parce que le CNED complet, on s'est rendu compte que c'était très compliqué. C'est très compliqué pour les enfants d'avoir la volonté de suivre les cours. Et là, ils sont complètement isolés, plus du tout rattachés à un établissement scolaire. Donc ça, c'est celui qu'il faudrait le plus possible reculer les échéances d'un CNED complet. Le CNED complet, c'est tout ce qui est CNED, je ne sais pas si vous savez, mais c'est tout ce qui est cours d'éducation à distance, cours national peut-être, je sais pas. Centre national d'éducation à distance, voilà. Et alors on a le CNED partiel, c'est-à-dire l'enfant, il a un établissement de référence, il va suivre certains cours dans son établissement et d'autres au CNED, donc ça c'est le temps partiel. Et là c'est vraiment un enseignement qui va être adapté avec la possibilité de revenir de manière progressive dans l'établissement. Si on a un CNED partiel, par exemple, l'établissement va inscrire l'enfant au brevet des collèges, au bac, etc. Donc voilà, les appréciations du professeur, etc. Les notes du CNED arrivent à l'établissement. Enfin voilà, il y a un vrai lien entre les deux. Donc celui-là, il est à privilégier si on en est déjà à un système de scolarité à la maison. Par contre, il y a une feuille de route sur phobiescolaire.org, hein, c'est vraiment dans la boîte à outils et ça vous permet de suivre toute cette feuille de route, des premiers symptômes à tout ce qu'il faut faire après. Et dans cette feuille de route, c'est indiqué qu'il faut une routine stable, c'est-à-dire que les enfants à la maison, il va falloir aussi créer cette routine quotidienne. Quand on a un enfant anxieux, il faut qu'il sache toujours un peu ce qui va se passer après. Comme ça va le calmer, le rassurer. Alors, réveil, repas, devoirs, détente, on va mettre en place un rythme qui va rester le plus possible en lien
avec le rythme de l'école. On demande à l'enfant de s'habiller, de prendre sa douche, de faire ses devoirs à côté de vous, etc. Et on fait attention aux écrans parce que si j'ai eu des cas de figure, par exemple, d'ados qui avaient complètement décroché, qui au fur et à mesure ne faisaient plus le CNED, ne faisaient plus leurs devoirs, etc. et étaient rentrés complètement dans une addiction aux écrans H24 dans leur chambre, à plus sortir. Donc là, on est sur une autre problématique qui va revenir, qui va venir compliquer la situation derrière. Donc voilà, on essaie de rester dans une hygiène de vie qui ressemble le plus possible à l'école, avec un cadre toujours rassurant quand on est parent. Alors, je dis ça comme ça, c'est facile à dire quand on est parent. Ça veut dire quand même qu'un des deux parents arrête de travailler, assure la garde ou fait garder son enfant. Et ça, je l'ai vu aussi dans les questionnaires de retour des parents, ça a un impact financier, ça a un impact sur le rythme de vie, ça a un impact sur la santé physique et psychologique des parents. Donc vraiment, on a plein de choses qui en découlent. Vraiment, c'est un tsunami, ça change la vie et c'est compliqué pour les parents. Alors, on encourage progressivement une réintégration, d'accord? Si l'enfant a complètement cessé de fréquenter l'école, s'il a continué d'y aller, c'est très bien. On peut discuter justement avec l'école pour cette réintégration en douceur, hein. C'est-à-dire que vraiment, est-ce qu'il peut aller à l'école que quelques heures par jour ou commençant par 1 ou 2 matières ou certains jours? Voilà, il y a une sortie scolaire, il y a, je sais pas, la photo de classe, il vient que pour ce jour-là. On va avoir tout de suite une boîte à outils. Est-ce qu'il y a des questions, Stéphanie, ou des retours sur le chat? Alors, sur le chat, on a un témoignage d'une maman qui est perdue un peu face à sa situation. Son fils a un trouble du spectre autistique, il est en grande section et plus on avance dans l'année et moins il veut aller à l'école. Le matin, il fait des crises au moment de partir et elle dit que c'est pas simple parce qu'en plus, elle est assistante maternelle depuis peu et elle se trouve assez démunie parce qu'il faut en plus gérer son enfant face à l'enfant qu'elle accueille. Et donc, l'enfant qu'elle accueille voit également cela et elle dit que la psychologue scolaire n'a pas été un soutien pour eux et que l'éducation nationale a du mal à réagir face aux enfants autistes quand il n'y a pas de troubles d'apprentissage ou de mise en danger. L'éducation nationale ne réagit pas trop. Alors, c'est vrai que le trouble du spectre autistique, ça peut être quelque chose où alors, l'éducation nationale, mais peut-être déjà voir avec l'enseignante. Est-ce qu'elle a mis en place quelque chose dans la classe? Comment ça se passe dans la classe? Est-ce qu'il y a trop de bruit? Est-ce qu'il y a des enfants qui crient? Est-ce que c'est une classe agitée? Ces enfants-là, ils ont besoin de calme, ils ont besoin de repères, ils ont besoin d'être parfois dans leur bulle de protection, c'est-à-dire dans un endroit où je peux avoir un petit lieu refuge dans la classe, derrière, je sais pas, un petit coin aménagé vers la bibliothèque où je prends une petite couverture et je me couvre et je mets un casque anti-bruit et je ferme mes yeux ou je mets un bandeau sur mes yeux pour calmer en fait toute cette stimulation d'avoir trop de bruit, trop de lumière, trop de choses comme ça. Ça peut être très anxiogène pour un enfant qui souffre de troubles autistiques. Donc déjà, essayer de proposer à cette maîtresse, je ne sais pas si ça a peut-être déjà été fait, hein, mais comment on peut aider cet enfant-là dans son trouble à se sentir bien au sein d'une salle de classe, au sein de voilà. Donc prendre peut-être le temps avec l'enseignante. Alors je sais que c'est pas facile. J'ai été enseignante longtemps dans une classe quand on a des fois certaines promotions, comme on dit, où il y a des enfants qui ont des troubles, des enfants qui bougent beaucoup, des enfants qui comprennent pas le français par exemple, ou des enfants voilà. Et des fois on a une multitude de situations à gérer et c'est compliqué. Donc peut-être que pour elle, c'est pas facile. Donc venez très doucement la voir. Ayez beaucoup d'empathie aussi pour cette enseignante. Écoutez-la et essayez de lui dire que voilà, vous essayez ensemble de trouver des solutions pour elle et pour l'enfant. D'abord aussi pour l'enfant, mais aussi pour elle, pour essayer de l'accompagner dans cette des fois lourde charge hein, que d'avoir 30. Moi, j'ai fini avec 33 petites sections. Donc vous imaginez, c'était une classe dans une classe toute petite. Ou voilà. Donc si j'avais eu un petit loulou qui avait un trouble
troubles du spectre autistique en plus dans ma salle de classe, je pense que ça aurait été très dur même de lui trouver un endroit pour se réfugier, quoi. Peut-être que cette maman a déjà mis en place tout ça, hein. Je ne sais pas, mais voilà, c'est l'idée que j'ai tout de suite suite à ce témoignage. Il y a un autre témoignage aussi qu'en fait, lorsque les enfants ne rentrent pas dans les cases, souvent, il n'y a pas de soutien de l'éducation nationale, de l'équipe enseignante sur du long terme, parce que troubles, soit troubles autistiques, soit TDAH. Et du coup, on a aussi une question où on nous demande si les équipes pédagogiques des établissements reçoivent une formation sur le sujet ou est-ce que c'est encore un sujet qui est peu abordé? Alors, bah, écoutez, j'allais en venir à la formation. Moi, je trouve que c'est trop peu abordé, malheureusement. J'ai formé là, allez, il y a 6 mois en arrière, donc c'est pas récent, mais il y a 6 mois en arrière, des jeunes enseignantes qui allaient devenir enseignantes, et elles ont vu tous les troubles 10 en 4 heures. Vous imaginez un petit peu quand, on sait qu'après on va voir, ces enfants-là, ben, au quotidien dans notre classe, pendant peut-être une vingtaine ou trentaine d'années, ça dépend combien de temps on reste, à l'éducation nationale, mais on a très peu d'informations, très peu de formation et ça, c'est terrible. Et alors, encore moins pour le trouble du spectre autistique et encore moins pour le trouble du TDAH. À la limite, le trouble du spectre autistique, on commence à avoir des informations, on arrête déjà de culpabiliser les parents, hein, parce que très longtemps, moi, quand j'ai commencé l'enseignement, c'était un rapport à la mère, hein. C'était un problème d'attachement. Aujourd'hui, on l'entend plus. Heureusement, heureusement. Par contre, l'enfant qui souffre de TDAH, on entend encore, ou trouble de l'opposition et de provocation, ou de troubles des conduites, on va entendre que c'est l'enfant qui est mal élevé, c'est le parent qui ne sait pas faire, alors que non, le T de TDAH, c'est trouble, hein, trouble, et c'est un trouble neurobiologique qui est reconnu par le DSM-5, c'est-à-dire la nomenclature américaine et partout dans le monde maintenant, qui montre que c'est un problème au niveau du cerveau cérébral, au niveau ben, de la connexion entre les neurones. Donc, on ne peut pas dire à un enfant qui souffre de TDAH, on ne peut pas lui reprocher son trouble en tous les cas. On ne peut pas lui demander d'être calme, d'être assis, d'être sage, puisque c'est son trouble qui parle pour lui, c'est pas lui. Donc son problème d'inattention, son problème de mémorisation, son problème de concentration, c'est son trouble. On ne reprocherait pas à un enfant en fauteuil roulant de ne pas pouvoir marcher. Donc on n'a pas à reprocher à un enfant qui souffre de TDAH son trouble ou à un enfant qui souffre du trouble du spectre autistique son trouble. Non. Il faut que l'éducation nationale, en effet, forme davantage les enseignants. Je trouve que dans le privé, les enseignants sont parfois davantage formés que dans le public, parce qu'il y a des formations supplémentaires qui sont données que parfois dans le public, malheureusement, ils n'ont pas accès. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un vrai problème, la formation et l'information. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent autour de ces troubles, avec du coup qui entraîne une méconnaissance et c'est malheureux parce que tout le monde en pâtit, hein. L'enfant en premier, après le reste de la classe et l'enseignant. Merci Stéphanie pour ces retours. On a juste une dernière question Oui. d'une maman qui dit qu'une psychologue suspecte que son fils présente des troubles de l'autisme et ils cherchent à faire diagnostiquer l'enfant ou pas. Il va avoir 11 ans dans un mois et elle cherche où et comment dépister ce trouble, sachant qu'il y a 1 an et demi d'attente pour avoir un rendez-vous à Sainte-Anne à Paris. C'est ça le problème. Alors, est-ce que moi, je sais que je travaille beaucoup avec des associations. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux à contacter des associations ou à contacter des associations aussi via leur site et demander un panel de centres médicaux, de médecins autour de chez vous. Alors, parfois, il faut leur demander plusieurs fois puisque dans une association, on a beaucoup de bénévolat. Donc peut-être que les personnes ne sont pas tout à fait tout le temps présentes, etc. Donc ne baissez pas les bras, mais je connais beaucoup d'associations qui offrent vraiment
un vrai service de lien avec les parents pour les accompagner dans le diagnostic et puis dans la prise en charge derrière. Donc, n'hésitez pas autour de chez vous à contacter les associations, peut-être à contacter aussi l'appel, hein, parce que l'appel de votre établissement a certainement aussi des liens avec tout ça et peut peut-être aussi vous aider sur des diagnostics ou prises en charge. Orlane peut peut-être nous le dire, je sais pas si. Oui, effectivement, il ne faut pas hésiter, ne serait-ce à vous rapprocher de l'appel départemental. On a quelques contacts, mais je suis obligée d'admettre que les listes d'attente sont longues. Voilà, si vous êtes uniquement sur le diagnostic, il y a certains psychologues, hein, qui font quand même, voilà, ces diagnostics. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc l'appel du Val d'Oise, vous aurez nos coordonnées, en fin de conférence. Voilà. Merci pour ce complément d'information, Orlane, et qui complète un peu. Voilà. On va poursuivre avec la boîte à outils. Poursuivre et terminer. Alors, ça, c'est pour les enfants. J'aime beaucoup faire cette roue de ma vie. C'est-à-dire que je vais colorier là où je me sens bien à l'aise ou pas dans tous les cercles de ma vie. Ça, n'hésitez pas à le faire aussi en tant qu'adulte. C'est un outil que l'on utilise pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Vous aussi, peut-être que vous avez différents voilà, degrés. Donc, plus ça va, plus on colorie. C'est-à-dire que si au sommeil, vous dormez bien sur vos 2 oreilles, eh ben, vous pouvez colorier jusqu'à 9 ou 10 petits anneaux. Voilà, si le travail scolaire, ben, c'est très compliqué, vous en coloriez moins, etc. La gestion du temps, l'organisation. Dans les autres lieux de vie, c'est-à-dire en dehors de l'école et de la famille, ça peut être peut-être au sport ou à la musique, etc. Lors des loisirs, avec les amis, comment ça se passe? On entendait cette maman qui disait tout à l'heure que cet enfant avait du mal à la cantine et avait du mal à se faire des amis. Ben, là, on pourrait peut-être colorier très peu. Est-ce que la famille est un moment de ressources? Est-ce que le sport est un moment de ressources? Est-ce qu'on a une bonne santé à côté de ça? C'est important de faire cette roue parce que pour vous comme pour votre enfant, ben, vous allez vous rendre compte qu'il faut arrêter aussi de focaliser que sur ce qui ne va pas et peut-être de s'appuyer sur 2, 3, on parle de tabouret souvent, il faut au moins 3 choses qui aillent bien dans cette roue, 3 choses qui soient quand même coloriées un peu plus et c'est là-dessus qu'il va falloir s'appuyer pour pouvoir reposer tout le reste et améliorer tout le reste. Donc voilà, un premier outil que l'on peut faire. Si vraiment vous voulez changer un item, n'hésitez pas, hein. Si vous voyez, voilà, au lieu de marquer lieu de vie, vous mettez foot ou vous mettez piano ou je sais pas, centre aéré. Voilà, vous pouvez changer les items, il n'y a pas de souci. Mais c'est important quand on a une difficulté dans sa vie, que ce soit pour un refus scolaire anxieux ou autre chose, hein, ça peut être un divorce ou autre chose, et ben, c'est important de s'appuyer sur les points forts de ce qui reste dans notre vie qui va bien. Voilà. Donc, c'est important d'en prendre conscience. Deuxième chose, pour donner confiance à cet enfant, faites une BD de ses qualités. Alors, la BD de ses qualités, vous pouvez utiliser ce genre de bande dessinée ou le faire vous-même. Ça permet d'écrire les réussites des enfants. J'ai réussi à faire un gâteau au yaourt sans mettre de coquille d'œuf. J'ai réussi ma première étoile au ski. J'ai réussi à prendre le bus pour aller au collège tout seul. J'ai réussi. Donc, il y a les qualités. C'est-à-dire, je peux être patient, je peux être autonome, je peux être, je sais pas, drôle, je peux être pertinent. Et on peut mettre aussi les compétences. Donc, dans cette BD des qualités, c'est toutes les compétences, les réussites et toutes les qualités, les adjectifs qualificatifs qui vont dire que cet enfant, il sait faire des choses et il les réussit au quotidien. Cette BD des qualités, je vous invite à la faire avec l'enfant ou avec même l'ado et à l'afficher. Parce que quand un enfant souffre de refus scolaire anxieux, il mouline du négatif en permanence. Donc, de temps en temps, d'avoir quelque chose sous ses yeux qui lui permette de se rappeler qu'il est capable, qu'il a réussi,
qu'il est digne de quelque chose de positif, eh ben, il faut l'écrire. Donc, je vous invite, plus votre enfant est intelligent ou grand, à mettre vraiment des qualités non exagérées ou des réussites non exagérées avec tel jour, telle heure, j'ai réussi ça. Voilà. Comme ça, le cerveau ne peut pas encore douter. Hein. C'est précis, factuel, vrai. Voilà. On peut pas contredire. On n'est pas à mettre waouh, t'es génial, d'accord? Il vaut vraiment mieux marquer pourquoi cet enfant il est génial, qu'est-ce qu'il a réussi et quelles sont ses qualités. Donc voilà la BD des qualités pour donner confiance, parce qu'il y a souvent, très très souvent quand même dans les refus scolaires anxieux, un gros manque de confiance de ces enfants. Alors le bocal de mes peines, alors celui-là, il est un peu triste, hein, comme vous voyez, mais on va colorier le bocal en fonction de l'intensité de sa tristesse. Donc le matin, vous pouvez avoir, pour fabriquer rapidement, vous dessinez un bocal, et le matin, il peut colorier, et alors soit il a très peu de peine, très peu de tristesse, soit il a une grande peine, grande tristesse. Donc voilà, le bocal de mes peines. Là, on a un outil qui a été inventé par Margot Sunderland, qui est une psychologue londonienne, qui a écrit Comment aider mon enfant enfermé dans la peur. D'ailleurs, elle en a écrit plusieurs. Elle a écrit celui-là où elle a écrit Comment aider mon enfant enfermé dans la haine ou la colère. Donc, vous voyez, elle gère aussi pas mal d'émotions. Mais dans la peur, elle a fait la tête des soucis, c'est-à-dire qu'on dessine un petit personnage comme ça, une tête, et on va avoir des soucis qui vont être du plus petit au plus gros, c'est-à-dire qu'on pourrait aussi baisser le 1 pour qu'il soit un peu plus petit, mais dans ma tête, quel est le plus gros souci actuellement? Et on va les nommer ou les dessiner ou faire des petites choses qui vont indiquer du plus grand au plus petit pour pouvoir répertorier tous les soucis que ces enfants ont dans leur tête et qu'ils puissent vraiment vous en parler et nous, que l'on soit juste à l'écoute. Voilà. J'écoute tes soucis, je vais, voilà. Et on peut partir du plus petit au plus grand, celui qui prend le plus d'importance dans ma tête. Souvent, c'est très confus en cas de refus scolaire anxieux. Hein. Ils ont beaucoup de mal à mettre des mots sur ce qui ne va pas. On leur demande, ils vont dire « je ne sais pas ». Donc, ce petit personnage, il peut être rempli sur plusieurs jours. D'accord ? Et puis, peut-être que quelque chose, un souci qui ne sera pas très important un jour, va devenir plus important un autre jour. Donc, n'hésitez pas à le refaire. Un autre que j'aime bien, moi j'appelle le trouillomètre, c'est le matin avant d'aller à l'école ou la veille, il peut indiquer à quel niveau de peur et d'anxiété l'enfant se trouve. Voilà, est-ce que je suis un tout petit peu anxieux ou pas du tout dans la zone verte, un tout petit peu on est dans la zone jaune, et ensuite plus on va dans la zone rouge, plus on est sur une attaque de panique par exemple. Voilà, ça indique clairement où il en est. Et à l'inverse, s'il était dans une attaque de panique, si on trouve des moyens pour le calmer, pour l'apaiser, pour le faire redescendre tout ça, soit par le sport, soit par une balade dans la nature, soit par un gros câlin, soit par une séance de thérapie, soit par un enveloppement. Vous savez, tout ce qui est... c'est Margot Sunderland qui parle aussi de ça, l'anxiété quand elle est... Enfin, c'est cérébral, hein, c'est irraisonné. Passer par le corps, envelopper le corps, se mettre dans une couverture et faire un câlin, va aussi diminuer le trouillomètre, on va dire. Voilà, comme on dit. On peut prévoir un plan d'aménagement de retour à l'école. Donc là, c'est adapter l'emploi du temps de l'élève. Donc, on va réduire le nombre d'heures de présence. On peut supprimer 1 ou 2 ou 3 journées demi-journée de l'emploi du temps. On peut réduire les volumes horaires de la journée, se terminer à midi, etc. On peut dispenser de certains cours anxiogènes. On peut installer aussi, alors aménager les cours. On parlait de tout à l'heure pour l'enfant qui souffre de troubles du spectre autistique, mais voilà, une installation d'une table dans le couloir pour suivre les cours. Il y a certains enfants, ils sont derrière la porte, voilà. Ou alors le choix de la place, celle de devant, près du prof, près de la porte, etc. Ça va dépendre des enfants. On peut faire des écoles sans cartable, c'est une simple obligation de présence dans un premier temps, sans obligation de travailler, avec indulgence des professeurs pour faire sur les devoirs non faits. On peut aussi avoir des écoles sans évaluation, d'accord ? C'est vraiment important. On peut aussi demander à ce que pendant un mois,
il n'y ait aucune évaluation pour cet enfant. Possibilité pour l'élève de sortir sans permission de la classe, au besoin d'appeler ses parents. Bref, il y a plein d'aménagements possibles et vous les retrouvez sur le site phobiescolaire.org. N'hésitez pas à retourner sur cette feuille de route. Voilà, tout ça est possible et d'être mis en place. Donc, voilà, des idées, il y en a encore plein d'autres. Elle vous a été partagée sur le chat un petit peu plus haut. Super, merci beaucoup Orlane. On peut faire un espace sensoriel, j'appelle ça inclusif, hein. Ça se fait de plus en plus dans les établissements scolaires. Alors, ma photo est un petit peu floue, mais c'est dans un petit coin de la salle de classe, ou là, peut-être la salle informatique, j'en sais rien. Voilà, on a une espèce de toile de tente qui est même complètement sombre. À l'intérieur, j'imagine bien des fidgets. Fidget, ça veut dire frétiller, c'est quelque chose pour se calmer. Ça peut être une balle anti-stress, ça peut être des objets lumineux qui vont capter l'attention des enfants sur un petit canard qui est lumineux et qui bouge, ou un sablier lumineux, voilà, ou des fois on projette des étoiles ou de la musique ou des bruits blancs. On va avoir plein de choses pour apaiser cette anxiété et calmer la difficulté à ce moment-là. De plus en plus d'établissements scolaires font un lieu refuge, hein, soit pour les enfants qui souffrent de troubles du spectre autistique, soit pour les enfants qui souffrent de TDAH, soit pour un enfant qui à un moment donné a un gros coup de fatigue, un gros coup de voilà, et qui supporte plus la collectivité, le bruit, le brouhaha des autres, et qui a besoin de se retrouver dans sa bulle. Voilà, ou soit sur un enfant qui a un refus scolaire anxieux. Je l'ai vu ce lieu refuge, donc pas qu'en maternelle et en primaire. Je l'ai même vu dans un collège. C'était même un endroit qui était dédié. Je l'ai vu dans 2 endroits, 2 collèges. Soit c'était une annexe à l'infirmerie. Donc voilà, ils pouvaient venir et ils avaient vraiment tout un endroit avec des poufs pour se mettre dedans, pour mettre des bandeaux sur les yeux, pour se détendre, etc. Un peu comme des fois, même en entreprise, on peut avoir des salles de repos, salles de décompression où on se sent bien. Et je l'ai vu aussi dans un gymnase. Ça avait été un endroit du gymnase et là, c'était ouvert pendant le temps de récréation pour éviter que, voilà, il y a des enfants des collégiens qui supportent pas le collectif, l'extérieur, qui préfèrent rentrer dans un endroit du gymnase. Alors, il n'était pas sombre, mais il y avait la possibilité de lire des BD, de se détendre, voilà, d'être mieux, de boire un verre d'eau, enfin, d'être plus apaisé et de se ressourcer seul. Voilà. L'espace sensoriel inclusif, ça, vous pouvez le proposer aux enseignants qui ne le connaîtraient pas. Alors, je vous reprends. Marie, juste, je profite, y compris donc vos associations de parents d'élèves peuvent aider à financer ce type d'aménagement au sein des classes. Donc, il ne faut jamais hésiter à être force de proposition pour être accompagné et que les classes puissent vraiment correspondre à la typologie des élèves qu'elles accueillent. Et croyez-moi, les enseignants vous en seront vraiment reconnaissants aussi. C'est vraiment du partenariat main dans la main. Voilà, merci Marie. Merci pour cette information précieuse. Bon, je rappelais mon livre « Mon enfant ne veut plus aller à l'école », hein, pour comprendre et agir sur le refus scolaire anxieux ou phobie scolaire, comme on disait autrefois aussi. Alors maintenant, j'ai un petit temps pour vos questions, pour vos retours aussi. Comment vous avez vécu ce temps-là ensemble? Comment vous vous sentez aussi en cette fin de visioconférence? Est-ce qu'on a des retours sur le chat, Stéphanie? Pas pour l'instant. Pas pour le moment. Peut-être vous laisser le temps, hein, d'arriver. Mais en effet... Ah oui, je vous alors, il y a un témoignage qui dit que pour une enfant qui est en 3e, elle refuse de redoubler. Elle n'envisage pas de rater son brevet alors que ses parents lui disent que ça n'a pas d'importance, ce n'est pas grave. Mais pour elle, pour le moment, c'est inacceptable. Et comme elle n'est pas retournée au collège depuis 3 semaines et qu'elle n'est plus en capacité de rattraper ses cours, eh bien,
eh bien elle entre dans un cercle vicieux et donc son angoisse continue d'augmenter. Hein. Oui, alors c'est vrai, je ne vous ai pas mis cette courbe-là, mais le problème avec l'anxiété, c'est que moins on va aller au collège, moins on va aller en cours, plus on va fantasmer et s'angoisser à la maison. C'est quelque chose qui va petit à petit augmenter. C'est-à-dire qu'on n'est plus confronté à l'école, mais du coup, c'est un peu comme si on se disait, ben, ouais, en effet, l'école, elle fait peur, puis je suis bien dans ma maison. Et après, plus on se met ça en tête, moins on a une confrontation avec l'école, un retour possible à l'école, pas tout de suite, hein, pas dans les 3 premières semaines, mais après, eh ben, plus c'est difficile parce que la part d'anxiété augmente. C'est assez, voilà. C'est pour ça que le thérapeute, normalement, réinvite par de différents procédés. Hein. D'abord, c'est vraiment à reparler de l'école, à trouver la situation anxiogène et à confronter en fait à ces peurs pour pouvoir petit à petit trouver des stratégies pour se réassurer. Mais si on ne fait pas ça, si on reste 3 semaines tout seul à la maison et qu'on est en mode panique, eh ben, la panique va augmenter. C'est-à-dire que plus on est loin de l'école, moins on va avoir de ressources pour gérer cette panique. Quoi. Je ne sais pas si j'ai été très claire. C'est pas facile à comprendre, mais c'est-à-dire que quand on met rien en place, si on n'aide pas cette jeune fille pendant ces 3 semaines-là, ou c'est ce moment-là, elle va continuer de paniquer à l'école à l'idée de retourner à l'école. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien ce témoignage de cette maman, elle a envie d'apprendre, elle a envie d'avoir son brevet. C'est pas qu'ils refusent d'apprendre, c'est qu'elles ne peuvent plus aller à l'école. Donc de maintenir peut-être un lien avec l'école, qu'elle récupère ses cours, qu'elle puisse avoir des profs en visio, il faut vraiment mettre en place quelque chose pour l'accompagner, pour qu'elle réussisse à progressivement peut-être retourner à l'école ou continuer d'apprendre dans la maison jusqu'à ce qu'elle passe son brevet. J'ajouterai un petit point, Marie. Nos enfants sont anxieux. Alors, je connais très bien ce sujet. Et nos enfants sont anxieux, mais ils sont aussi en capacité d'absorber l'anxiété de leurs parents. Et donc, vous voyez, c'est un petit peu la montagne hein, qui se dresse petit à petit. Faut pas oublier que dans tout ça, il y a quand même des fonctionnements qui sont de l'ordre de l'hérédité. Et il faut quand même se plonger un petit peu dans ces sujets-là. Voir un petit peu comment vous-même vous fonctionnez en tant que parent par rapport à des zones d'anxiété. Est-ce que vous vous connaissez bien? Est-ce que votre enfant se connaît bien? Qu'est-ce qui vous apaise? Quels sont les leviers d'apaisement? Vous savez, bien souvent, on se rend compte que finalement, la musique, voilà, alors typiquement, hein, Marie, quand vous parliez de projets ou de choses à mettre en place pour retourner à l'école, on sait que certains projets peuvent aider les enfants à retourner à l'école. Vous voyez, un projet musique, un projet théâtre, un projet jardinage, un projet, voilà. Et ça, il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre des enseignants parce que eux-mêmes, ils ont pour seul objectif, c'est que votre enfant puisse se sentir bien à l'école. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une tripartite, hein, comme vous l'avez présenté au début et cette tripartite, elle doit être apaisée de tous les côtés. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à vous orienter aussi vers la méditation, la sophrologie, voilà, toutes ces propositions qui peuvent vraiment aider les jeunes dans la prise de conscience de l'anxiété. Elle est là, elle existe, hein, elle existera toute leur vie, mais en tout cas, dans cette prise de conscience, il va y avoir vraiment une possibilité de réaction qui soit de l'ordre du positif et pas du négatif. Donc votre enfant, petit à petit, va apprendre à ne plus, être victime de son propre stress, en fait. Il va en faire un levier. Donc voilà, juste, je vous redonne la parole. Merci, non, non, mais c'est très important et c'est vrai que je n'ai pas pensé à tout ce qui était méditation, visualisation positive, tout ça, c'est très, très important. Très important. Je ne sais pas si on a encore une question, Stéphanie, ou un retour? Alors, on a plein de témoignages qui arrivent là d'un coup. Donc, je pense que vous avez répondu en partie
aux questions, mais c'est vrai qu'il y a des parents qui disent qu'effectivement, lorsque l'enfant est retiré, entre guillemets, un certain temps de l'école ou du collège, il a du mal à vouloir y retourner, eh bien, il y a parfois une amélioration, mais parfois c'est plus dur, que certains enfants non seulement ne peuvent plus aller au collège, mais ne veulent plus travailler à la maison. Il y a aussi cette maman dont on parlait tout à l'heure, qui a son fils qui a un trouble du spectre autistique. Je pense qu'il faut qu'elle... Enfin, je me permets, Orlane, je pense qu'il faut qu'elle te joigne pour pouvoir en parler avec toi. Et c'est vrai qu'on a aussi un témoignage d'une maman qui dit que son fils a 13 ans. C'est le fils qui témoigne, qui dit qu'il a un refus scolaire anxieux et qu'il n'arrivait pas à aller au collège. Il était triste et en colère contre lui. Et il est toujours, puisque c'est toujours le cas, et il ne sait pas quoi faire, ce jeune qui donc, du coup, se retrouve face à cette situation. Et puis, bon, beaucoup de parents qui disent que c'est très compliqué, toutes ces situations. Moi, je voudrais quand même vous témoigner de mon expérience. Donc, j'ai effectivement une fille qui est donc autiste Asperger et qui a vécu cette phobie scolaire, qui a été déscolarisée pendant plusieurs mois avant de passer son bac. Je voudrais juste vous faire ce témoignage, c'est que ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. Ne vous inquiétez pas. Marie parlait du lâcher-prise tout à l'heure. Je vous assure que dès lors qu'on est dans ce lâcher-prise, finalement, on change complètement de fonctionnement. On est vraiment dans l'accueil de l'enfant avec ce qu'il vit. Et à partir de là, les choses se déroulent beaucoup plus normalement parce que je vous dis, ça fait tomber cette anxiété de parent qu'on peut avoir. Je sais, c'est pas facile, on entend des choses, voilà. Peut-être même que votre enfant, il retournera pas à l'école et qu'on passera par le CNED, qu'on passera par d'autres possibilités. Mais vraiment, je tiens à vous dire, déculpabilisez-vous, déculpabilisez les enfants. Il y a des solutions qui existent et petit à petit, on avance tous ensemble. Vraiment, je peux pas vous le dire autrement. Je sais que c'est terrible quand on est parent d'être face à cette situation et on a tellement envie que nos enfants aillent bien. C'est comme ça. Ils ont ce passage où ils vont pas bien, et en tout cas, en tant que parents, on va essayer de faire tout ce qu'on peut, mais on peut pas faire à leur place. Et c'est quand on lâche prise sur cette situation que l'enfant décide de pouvoir faire lui-même la démarche et d'être acteur de son avenir. Et je vous assure que ça change énormément de choses. Je sais que c'est pas facile et que peut-être s'il y en a pas mal d'entre vous à qui ça parlera absolument pas parce que pour l'instant vous êtes dans le creux de la vague et vous voyez juste les problématiques, vous arriver les unes derrière les autres. Vous avez cette anxiété, votre enfant va-t-il réussir? Est-ce qu'il va être définitivement à la maison, et cetera. Vraiment, rassurez-vous, ayez confiance en votre enfant, heu, il y arrivera. Et je voudrais juste finir ce témoignage sur, le petit loulou de 13 ans, le petit, qui parlait un petit peu de son expérience. Heu, Fais-toi confiance, pardonne-toi, fais les choses comme tu as envie de les faire et tout va bien se passer. Et tu verras, tu avanceras, quoi qu'il arrive. Voilà. Merci Orlane. Moi, j'allais dire à ce jeune enfant aussi que, enfin, ce jeune de 13 ans, mais il va se dire qu'il est grand, lui, mais que c'est déjà beau d'avoir témoigné ce soir et d'avoir dit à quel point il était triste, etc. Donc, il a reconnu déjà ses émotions et c'est important de prendre en compte ça. Donc, déjà, c'est un vrai premier pas et c'est un pas de courage. Donc, bravo à lui. Bravo d'avoir écouté, d'avoir témoigné. Et en effet, ben, maintenant, il faut qu'il se fasse confiance
Et une belle vie peut vraiment venir vers lui. Vraiment, j'ai eu beaucoup ce mot de lâcher prise. C'est pour ça que je l'ai mis dans le PowerPoint. C'est revenu très très souvent. Alors c'est pas ce que les parents font au départ, mais quand ils commencent à le faire, ben, les situations se dénouent vraiment très souvent. Et surtout pas projeter du négatif sur son enfant ou des propres peurs ou si nous on avait été une maman qui a eu aussi des difficultés à l'école ou un papa qui a eu des difficultés à l'école ou des difficultés de santé ou un trouble aussi, c'est pas parce que nous on a vécu quelque chose de peut-être compliqué dans l'enfance ou dans l'adolescence que notre enfant va vivre la même chose. Donc non, on ne projette pas et non, on ne cristallise pas autour de cet enfant toutes ses peurs aussi, on rajoute pas de la peur à la peur, quoi. Donc oui, ça c'est vraiment très très important. Et j'ai même une témoignage d'une maman qui me disait, moi, j'ai même remercié, alors c'est quand tout allait mieux, hein, mais remercier ce refus scolaire anxieux puisqu'on avait tous la tête dans le guidon et ça nous a permis de nous remettre en question les uns les autres et finalement de réinventer une autre dynamique familiale, de retrouver d'autres repères et d'apprendre ce fameux lâcher prise qu'on savait pas faire jusque-là. Donc avec le temps, elle a même eu ce retour qui est peut-être un peu courageux quand même, mais en disant, ben, finalement, grâce à ça, on a changé de mode de vie et on est plus heureux aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a différents témoignages qui œuvrent quand même sur du positif et beaucoup de positifs, hein. J'ai eu vraiment beaucoup de retours de jeunes un peu plus grands, qui ont dit que des fois, ils avaient été déscolarisés 2, 3, 4 ans et finalement, ils s'en sortent bien aujourd'hui. Donc, on trouve toujours des ressources et de l'aide un peu partout. Il faut faire preuve parfois de jongler un peu entre toutes les solutions qui s'offrent à nous, mais jamais baisser les bras, quoi. Croire en eux. Merci hein, pour ces retours. Merci Orlane pour ce joli témoignage qui donne chaud au cœur, je trouve. C'est vraiment un témoignage d'espérance parce que j'ai été moi-même dans le creux, enfin toute ma famille, hein, effectivement, hein, Marie, hein, ça emmène toute une famille. On a été dans ce creux de vague et je peux vous assurer que c'était dur, mais on en sort vraiment grandi aujourd'hui. On a une fille qui est autonome, qui est en études supérieures, qui a passé son bac, elle est juste venue passer ses épreuves, hein, vous voyez, de bac. Ça l'a pas empêché d'avoir son bac, mention très bien. On a eu 2 années d'errance derrière, hein, en général, surtout quand il y a des troubles du spectre autistique, les enfants vont avoir des comportements qui sont, extrêmes, hein, du type de l'addiction et cetera, donc avec une volonté destructrice. Mais vraiment, il faut vous rassurer. Alors bien sûr, il est impératif qu'il y ait une prise en charge par des spécialistes, des psychologues et cetera. Sur le Val d'Oise, on a, l'hôpital d'Aubonne, hein, qui a une cellule aussi, qui propose, vraiment, cet accompagnement spécifique. N'hésitez pas, vraiment, voilà, et faites-vous confiance et faites confiance à votre enfant surtout. Et juste, je rajouterais peut-être ce point de l'hypersensibilité. Parce que c'est un vrai sujet, l'hypersensibilité. Alors, c'est une conférence qu'on vous proposera, voilà, un petit peu plus tard, là, sur la fin d'année. Mais cette hypersensibilité, en fait, elle doit être vraiment, nourrie. Heu, je vois dans le chat une maman qui parle d'Argenteuil. Oui, effectivement, le docteur, je crois que c'est Sébion ou Saubion, de mémoire, sur Argenteuil, donc travaille, sur les troubles du spectre autistique et la santé mentale. Alors, faut-il encore que les couples arrivent à rester ensemble, car ces situations ou dans les situations de neuroatypie, c'est pas évident de maintenir la famille en un morceau. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas évident. Pour autant, je vous parlais tout à l'heure de l'hérédité, hem et en gros, quand on part à la découverte les uns des autres, il faut pas tomber, dans, ce volet, culpabilisant. C'est juste, on apprend à se connaître, on apprend à comprendre comment on fonctionne. Et on se rend très vite compte que finalement, dans nos fonctionnements, il y avait déjà des choses qui étaient parlantes. Et une fois qu'on a fait le tour, il n'y a pas de raison que ça apporte un volet, supplémentaire à la famille. Il faut juste que les fondations
C'est de se dire: «On est dans le terreau fertile de l'amour et fondamentalement on s'aime. Aujourd'hui c'est dur, on s'épaule l'un l'autre, mais il y a pas de raison fondamentale à ce que le couple se sépare». Alors bien entendu, parfois il y a des non-dits, il y a parfois des choses qui sont plus aggravantes, parfois il y a tout simplement des chemins qui se séparent naturellement. Mais croyez-moi, votre couple en sort aussi grandi. Parce que quand on arrive à s'épauler l'un l'autre, c'est une vraie preuve de, la continuité de l'histoire pour votre enfant, en fait, hein. Dans un premier temps, avant de s'épauler, c'est s'écouter. Parce que Mmh. parfois on n'est pas d'accord. Parfois, voilà, l'un va réagir d'une manière, l'autre de l'autre. Chacun parle avec ses peurs, ses projections. Donc, c'est vraiment s'écouter, respecter la parole de l'autre, l'accompagner petit à petit, avancer, progressivement l'un l'autre, voilà, c'est main dans la main, même si parfois, ben, on n'est pas toujours d'accord au départ et voilà et à 2 on est toujours plus fort de toute façon. Parce que c'est un vrai tsunami, hein, je le disais, de début, mais c'est vraiment le mot que les familles utilisent. C'est un chamboulement de la vie de famille, c'est, une remise en question, c'est plein de doutes, c'est des nuits sans sommeil, c'est un emploi du temps de travail bousculé, c'est beaucoup moins d'argent parce qu'il faut faire face à tout ça. C'est accompagner son enfant vers plusieurs, spécialistes, avoir du stress pour attendre justement, les délais pour, diagnostiquer et cetera. Donc, vraiment c'est il y a pas que l'enfant qui est anxieux, hein, le parent aussi, donc il faut vraiment prendre aussi soin de soi et de son couple. Merci. Est-ce que Stéphanie, vous avez des questions ou des remarques ou des ressentis? Ou des témoignages? Là, il y en a plus, à part après Argenteuil. Il y a une proposition également d'un autre livre. Voilà. Beaucoup de merci pour ce que vous avez pu dire. Voilà. Et puis, voilà, on parle aussi d'un lycée qui est à Paris, un lycée autogéré, où une enfant a pu passer son bac. Voilà. Oui, on a des lycées des fois démocratiques ou alors bah, un peu des filières un peu, j'allais dire, voilà, Montessori, etc., qui peuvent aussi apporter un changement de cadre et de référence pour l'enfant qui va bah, peut-être s'épanouir autrement, différemment. Donc, n'hésitez pas, il y a quelques années en arrière, on n'était pas d'accord avec enfin, c'était un peu montré du doigt, il fallait pas sortir du système scolaire. Aujourd'hui, ben, on a de plus en plus de possibilités qui s'ouvrent aux parents et qui permettent vraiment d'adapter une scolarité à l'enfant. C'est bien. Voilà, et surtout ne culpabilisez pas, Ouais. vraiment. Je pense que c'est ça qu'on peut dire, c'est que l'enfant doit rester l'enfant avant l'élève. Ne culpabilisez pas, ne projetez pas du négatif, lâchez prise. Faites-vous entourer, voilà, formez une alliance avec, l'enseignant, le médecin et voilà, autour de l'enfant et puis, voilà, c'est vraiment, tout ça qui va être, le combo gagnant, j'allais dire. Voilà, beaucoup de merci de la part de tout le monde et un merci particulier de la part du jeune de 13 ans qui dit que ça lui a fait du bien d'entendre tout ça. Merci beaucoup pour son témoignage et je trouve qu'il a été très courageux. Merci à lui et merci, j'espère que demain il fera sa BD des qualités avec peut-être ses parents, avec tout ce qu'il a réussi dans la vie et il va s'appuyer là-dessus pour avancer. L'écriture est vraiment, salvatrice, hein, faut pas hésiter à écrire, hein. Marie, vous disiez tout à l'heure, voilà, écrire les petits, voilà, les petites réussites de la journée et cetera, mais même vous parents, enfin moi je sais que j'ai beaucoup écrit, hem, voilà, i c'est vraiment, ça aide à faire sortir cette situation de blocage que l'on peut avoir.
Donc voilà, n'hésitez pas à inviter vos enfants à écrire. S'ils n'aiment pas trop écrire, ils peuvent faire un podcast, ils peuvent faire une vidéo. Même lancez-les sur un projet de vidéo, voilà, enfin petit à petit. Vous voyez, des petites choses en fait. L'association Phobie scolaire sur les réseaux sociaux demande chaque semaine les petites victoires de la semaine. Et je trouve ça bien. Voilà. La petite victoire de la semaine, on pourrait faire un pêle-mêle sur un mur de la maison ou sur le frigo avec les petites victoires de la semaine. Et puis au bout d'un moment, il y aura plein de post-it avec plein de petites victoires. Mais Merci à tous. nourrir l'estime de soi, c'est vraiment très important. C'est vraiment très important. Fondamental. Exactement. Et moi, je suis très fière de ce jeune garçon. Vraiment très fière ce soir. De son courage, de ce qu'il a témoigné. Bravo. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je remercie vraiment toute l'équipe de l'appel. Je vous remercie encore pour cette soirée qui a été, j'espère, source de nouvelles idées pour pouvoir mieux comprendre ce refus scolaire anxieux. Et je ne sais pas si Orlane, vous voulez terminer? Alors simplement, merci beaucoup Marie, merci Stéphanie, merci Tony, merci à vous tous ce soir. Je vous rappelle donc que vos appels sont à votre disposition sur vos établissements scolaires. Vous avez évidemment l'appel départemental qui peut aussi être un relais, en cas de situation, un petit peu plus particulière. On est vraiment à votre disposition, on essaie de trouver les meilleurs chemins. Il y a toute une équipe, il y a des équipes pédagogiques et voilà, j'ai des collègues en direction diocésaine qui sont vraiment des experts en la matière et qui font tout, pour que nos enfants, puissent avancer. Donc n'hésitez pas, voilà et plus on en parle, plus on est, simplement dans le partage et plus on fait avancer les choses parce que, bah, forcément les expériences des uns et des autres font écho. Donc merci à vous tous pour ce témoignage. Notre prochaine conférence, c'est le 12 mars et elle s'intitule, «Grandir», tout un apprentissage. En gros, donc nous aurons une psychologue qui va, pouvoir, voilà, en fonction des âges, nous indiquer, quelles sont, les évolutions, de nos enfants, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques. Et puis, bah, justement, peut-être que nous aussi, parents, on aura un petit travail à faire sur, les rendre autonomes, les rendre responsables. Voilà, c'est tout un travail un petit peu, particulier. On ne sait jamais vraiment trop à partir de quel âge et cetera. Donc cette conférence, elle a vraiment cette vocation de nous permettre d'avoir certains repères. Voilà. Donc merci encore à toutes et tous. Et puis si Marie, on vous retrouvera donc, pour cette conférence sur l'hypersensibilité. Et puis une autre conférence qui s'appelle «L'optimisme en famille», parce que voilà, l'optimisme en famille, c'est quand même l'essentiel et amusez-vous, surtout, amusez-vous. Voilà. Alors, l'optimisme en famille, ça sera sur place, donc on sera dans une salle, on ne sera pas en visioconférence. Et vraiment, j'espère être là pour partager plein de joie avec vous. Vous retrouver. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et tous. Merci beaucoup.